Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 121e numéro du RMC Fighter Club, un RMC Fighter Club spécial qui va revenir bien sûr sur l'incroyable, l'inoubliable soirée vécue samedi soir à Bercy pour la première de l'UFC en France. Avec moi pour en parler aujourd'hui mon compère du Fighter Club, Box MMA, il est toujours là avec moi, monsieur Jonathan Macardy, bonjour. Salut Alex, salut à tous les auditeurs et les téléspectateurs sur Twitch. Exactement, qui nous suivent pour cet enregistrement du Fighter Club, et puis un big up à tous ceux qui samedi soir nous ont parlé du podcast parce qu'on a eu pas mal de retours, Joe, et ça fait ultra plaisir la force qu'ils nous ont envoyé. C'est incroyable. C'était cool. Moi alors on m'a demandé où t'étais parce qu'on n'était pas ensemble dans la salle. Ouais. Je savais pas que t'étais une star comme ça. Attends mon gars, et maintenant. Alors après, j'ai regardé des replays le lendemain. Je t'ai vu à la télé. Sans bonnet, en costard. Quelle vie on mène. Ça c'était dédicace pour tes fans sur Twitter. Exactement. Quelle vie on mène, mon Joe. Et on recevra plus tard William Gomis, également un des 5 Français vainqueurs ce samedi à Bercy, qui nous racontera son inoubliable soirée pour la première de l'UFC en France. On avait rêvé qu'elle soit superbe, on espérait qu'elle soit inoubliable. Mais alors là, pour sa première dans notre pays, ce samedi soir à Bercy, l'UFC a proposé une soirée à jamais gravée dans nos mémoires et qui change tout pour la place du MMA en France. Entre l'ambiance folle furieuse du public, un Cyril Gane qui a réveillé la bête et régalé, et des combattants français reçus 5 sur 5, on n'aurait pas pu rêver mieux. Merci, a lancé Cyril Gane au public après avoir mis KO Tai Tuivasa. On va le suivre. Merci au public, aux athlètes et à l'UFC. Depuis samedi soir, on a du mal à trouver le sommeil. Il faut bien s'en remettre quand on vit des émotions pareilles. L'Accor Arena de Bercy est prête à bouillir pour cette grande soirée. L'UFC Fight Night entre Gane et Tuivasa va pouvoir commencer. Alors je sais pas pour vous, mais il me semble que c'est la première fois dans l'histoire de l'UFC que j'entends le public reprendre les mots de Bruce Buffer pendant la présentation. Ça n'est jamais arrivé. Incroyable. It's time, ça y est, on y est. C'est parti. L'UFC à Paris. Vous entendez la foule, monsieur. Oh, une Marseillaise appréciée, kiffée. Extraordinaire. Si ça vous galvanise pas dans l'octogone, je sais pas ce qui peut vous monter au sommet. Exceptionnel public de Bercy. Écoutez ce bruit, on n'a jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. J'ai pas de mots pour décrire ce que vous êtes en train de nous faire vivre, les gars. Franchement, merci. On se posait énormément de questions sur ce qu'était le public français. Il n'y a plus aucun doute, le public français est un des meilleurs de la planète. Allez, frissons, merci à Max Avola pour la prod sur l'ambiance à Bercy. J'étais encore là, juste à écouter tout ça, c'est des frissons. La Marseillaise, on l'a entendu. Le qui ne saute pas n'est pas français pendant le combat de Cyril aussi, où tout Bercy s'est mis à sauter pour le soutenir. William Gomis qui est pris dans un triangle à la fin de son combat et qui réussit à en sortir grâce au public qui le pousse. Benoît Saint-Denis, performance, le premier français qui a combattu à Bercy et qui a été porté par la foule, qui a donné une performance très généreuse à son image, mais aussi parce qu'il était porté par cette foule assez fabuleuse. Joe, c'est exceptionnel ce qu'on a vécu en termes d'ambiance. Au-delà d'ailleurs des combats, de tout on l'attendait depuis tellement longtemps ce UFC à Paris et c'est juste génial ce qu'on a eu en termes d'ambiance. Franchement, ça excède tout ce à quoi on pouvait s'attendre. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a un petit parallèle à faire que je trouve assez marrant. C'est vrai, le public français a été fabuleux. Mais tu vois, quand tu vas dans des pays européens, comme en Irlande, on en parlera après pour les parallèles, mais comme en Irlande ou comme en Angleterre, là en France, en fait, je pense qu'il y a ces pays-là ont une culture foot et une culture ultra, tu vois, une culture du supporterisme. On aurait dit, moi, dans mon papier débrief, je dis, on aurait dit un stade de foot. C'est ça, et ça s'est retranscrit et retransmis à l'ambiance qu'il y a eu à l'Accor Arena. Ce qu'on a aussi en Angleterre, quand ils font pas de badis et tout ça. C'est ce que je te dis, c'est quand tu vas en Irlande, en Angleterre, dans ces pays où il y a une forte culture du supporterisme, et ben ça peut donner que des ambiances aussi folles que ça. Nous, on a quand même des stades avec des ambiances magnifiques en France, Lens, Marseille, Paris, etc. Et là, on a vu, voilà, les supporters entre guillemets français ont fait ce qu'ils savaient faire de mieux, c'est-à-dire être bouillant, chaud bouillant. Alors, en termes de parallèle, moi, ça m'a fortement fait penser à l'UFC Fight Night à Dublin en 2013, il me semble. Ouais. 2013. Celle où il y a Connor. Ouais, celle où il y a Connor, celle où il y a tous les Irlandais qui gagnent. Sweep parfait des Comme Irlandais. on a fait samedi. C'était un 5 sur 5 aussi, il me semble. Je crois, il me semble aussi. Ouais. Et voilà, avec la salle en feu. Et ça a lancé quand même un gros mouvement MMA en Irlande, cette histoire. Ça a lancé une passion autour du sport. Ça a fait qu'il y a des problèmes aussi de légalisation, etc. Bon, McGregor et son explosion ont beaucoup aidé. Mais cette ambiance-là avait beaucoup aidé. Non, mais et puis ça fait qu'il y a
plein de salles qui ont ouvert, il y a plein des salles qui ont ouvert, pas juste à Dublin, mais un petit peu partout dans le pays, et ça a vraiment lancé le sport là-bas. Donc on espère que ça va faire pareil. Ton parallèle est très bon parce que reçu 5 sur 5 comme ils avaient fait eux, avec une star. Connor pour eux à l'époque, Cyril maintenant pour nous, même si c'est pas le même niveau de star, mais qui porte un peu aussi l'événement dans le combat principal. Derrière le pays qui se développe au MMA, les parallèles je trouve sont assez justes, Joe. Moi pour contextualiser, parce que vous savez c'est notre avantage d'être des vieux de la vieille du MMA pour le coup, j'ai fait des UFC à Londres, j'ai fait des UFC dans le New Jersey. New Jersey, c'était JSP contre Dan Hardy en main event. J'ai fait un UFC à New York, et pas n'importe lequel, le premier au Madison Square Garden avec Conor McGregor contre Eddie Alvarez. J'ai fait un UFC au Brésil avec Ronda Rousey au sommet de sa popularité de pop star contre Betch Correa dans le main event, ça devait être chaud, ça, quand même, une locale. Et à Las Vegas pour le 276 dernièrement. C'était le seul, et là je vais le seul qui peut se rapprocher de ce que j'ai vécu à Paris, c'est le Brésil. C'est Rio de Janeiro, parce que l'ambiance locale est incroyable et qu'on les connaît, les Brésiliens, le tu vas mourir quand les adversaires rentrent dans la cage. C'est le seul qui s'en rapprochait. Mais sinon, je t'assure, Joe, que la plus belle ambiance de tout ça, c'était largement Paris. Oui, bah ça m'étonne pas, hein, dans ce que tu dis. Moi, j'en ai fait moins que toi, j'en ai fait 2, donc voilà. Mais je t'ai dit, il y a des pays qui ont une culture avec des supporters. Une culture du supporterisme. Le Brésil, on sait qu'ils sont gaga pour tout leur sport. Et là, voilà, on a eu un très beau spectacle. Et ce qui a été très, très appréciable, c'est que c'était pas juste un public de novices. Les gens étaient, me semble-t-il, très éduqués au sport déjà. Oui. Il n'y avait pas de comportement bête comme il peut y avoir aux États-Unis. Tu sais, aux États-Unis, parfois, tu regardes des cartes, il y a des phases de lutte, les gens sifflent et ils veulent du sang, ce qui est ridicule. Là, on a vraiment vu un public qui était déjà éduqué, qui connaissait le sport, qui connaissait les codes du sport. La preuve, quand Bruce Buffer lance son It's Time, tout le monde le reprend. Ouais. Ça veut dire que les gens savaient, tu vois, que les gens avaient déjà cette culture MMA. Donc en fait, je pense qu'il y a eu un mélange de plusieurs choses qui fait que ça a donné une soirée extraordinaire. C'est le public français, avec cette culture du supporterisme et surtout l'attente, bordel. Ouais, ça fait combien de temps qu'on attend ça ? Depuis trop longtemps qu'on attend. Voilà. D'ailleurs, ça se voyait, puisque le stade était déjà très rempli au début des préliminaires. Quand vous allez à Las Vegas qui a 3 événements par mois pour grossir le trait, la salle, elle se remplit vraiment à 2 combats de la fin. Parce que les mecs sont gavés d'événements. Là, on sentait qu'il y avait cette attente. L'éducation, moi, je le soulignerais aussi parce que on a vu sur des sweeps, donc au sol, des choses très techniques au sol, le public réagir. Quand William Golemi s'est pris dans son triangle, le public le porte, alors qu'un public non éduqué au MMA, il n'aurait pas compris. Oui, il ne sait pas ce qu'est un triangle. Voilà, il ne sait pas ce qui se passe et il n'a pas forcément envie de soutenir puisqu'il ne sait pas ce qui se passe. Donc en fait, gros, pour résumer, on n'était pas face à un public qui est venu voir Cyril Gane parce que c'est une superstar. Non. On est sur un public qui aime le MMA et qui est venu voir du pur MMA. Ça, c'est fabuleux. Et puis, je pense qu'il y a aussi, il faut ajouter à la frustration une autre chose, c'est que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un gros événement de boxe en France. Moi, je vais mettre Tony Yoka de côté parce que c'est pas un très grand succès populaire, la conquête. Non. Mais tu sais, des grandes réunions comme il y avait à l'époque des frères Tiozo par exemple, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça. Même Brahim, son run il est beau, mais ça n'a pas été un très grand élan populaire. Donc je pense que la France attendait un très gros événement de sport de combat. C'est mieux que l'UFC, quoi. Pour avoir été aussi dans la salle pour Yoka Bakolé. La différence d'ambiance est incroyable entre ce combat-là et Cyril Gane Tai Tuivasa. Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que ça change pour le MMA en France, Joe ? C'est la question sur laquelle je voulais aller sur l'ambiance aussi. Pour moi, ce que ça change principalement, c'est que c'est maintenant incontournable. Cette bataille qu'on mène depuis des années, moi, mon premier papier pour demander à ce qu'on légalise le MMA, je l'ai fait en fin 2008, je crois. T'avais des cheveux ? J'avais des cheveux encore. Donc vous voyez, ça date un peu. J'avais des cheveux, j'avais moins de 30 ans. Donc ça date clairement. Et en fait, moi, mon résumé, c'est que cette bataille, on l'a gagnée. Le MMA est installé en France. Ils ont battu le record de billetterie pour Bercy. Donc jamais un événement en une soirée n'avait généré autant d'argent à la billetterie de Bercy, 3,4 millions de dollars. C'est le top. Je crois que d'ailleurs que c'est top 2 des Fight Night dans l'histoire de l'UFC, derrière Londres en mars dernier, qui avait fait 4 millions, je crois. Donc c'est une réussite financière populaire, c'est installé. On ne peut plus dire aujourd'hui en France. Hier, j'ai fait un débat sur RMC avec Marion Bartoli qui me disait le débat c'était qu'elle aime pas le MMA. Elle dit bravo, la soirée était belle, mais j'arriverai jamais à être convaincu. Ça, je pense qu'on n'y arrivera pas. Comme tous les sports, tu n'auras jamais 100% d'adhésion. C'est quoi son argument ? Elle aime pas la violence. Écoute, on l'entend. C'est pas le débat que je veux lancer. Joe, c'est pas le débat que je veux lancer. Elle aime pas la violence. Moi, je suis réfractaire au rugby. Je regarderai jamais un match de rugby. On pourra pas convaincre 100% des gens. Par contre, ce sport, il est installé. Il est populaire en France, les gens savent qu'il est très suivi, qu'il remplit des salles en 10 minutes, puisque Bercy a été rempli en 10 minutes. Et c'est bon, c'est fini, cette bataille elle est gagnée. Oui, le MMA est un sport mainstream en France. C'est un sport à part entière, c'est un sport mainstream, mais je pense que, là on a vu, c'est le premier événement de l'UFC. Il y a eu le Bellator, il y a eu Hexagone, MMA, qu'on salue, etc. Mais je pense qu'il y a le potentiel
pour que ça devienne le sport numéro 2 derrière le foot en France. Moi aussi. Je sais pas ce que t'en penses, Si, totalement. mais avec on est qu'au début de l'histoire. Oui, c'est ça. Ça fait le sport a été légalisé il y a une paire de mois. Enfin non, j'exagère, mais tu vois, Ouais, t'as compris. un peu plus de 2 ans. Un peu pour plus être de précis. 2 ans. Le premier vrai gros événement, C'était celui-là. ça fait un Bercy plein avec des gens qui sont totalement dingues. Valentina Shevchenko en couverture de l'équipe MAG. Mhm. Je pense qu'il y a le potentiel pour que dans 10 ans, ça soit comme aux États-Unis, le sport numéro, ça soit derrière le foot. Ouais, Parce qu'aux États-Unis, ils ont plus de sports très majeurs, Exactement, la le foot, NFL, la NFL, NBA, le MLB en baseball. Mais je pense que même l'UFC sont en train de dépasser le baseball. En tout cas, ils doivent pas être très loin. Mais moi, je suis assez là. On verra comment ça tournera. Mais il y c'est a... devenu. Ah non, mais l'UFC est devenu la 3e ligue majeure. Je ne l'ai pas dit parce qu'on est dans la bonne ambiance, c'était aussi RMC, mais Marion, j'avais aussi envie de lui dire, si on fait une vente de place pour le tournoi de Bercy en tennis, ça part quand même beaucoup moins vite que bien l'UFC. sûr, bien sûr. Aujourd'hui, il n'y a que l'UFC qui peut faire ça. Je t'assure, moi je prends le pari que dans 10 ans. Et j'adore le tennis. Dans 10 ans, j'aurai peut-être pas de cheveux comme toi, on en reparlera, mais l'UFC sera le 2e sport en France. Ouais, je pense Enfin, que c'est l'UFC, possible. le MMA, là tu vois, on est tellement dans l'euphorie Oui, qu'on fait des erreurs de débutants, de noob, ouais, non. à mon Le avis. MMA sera le second sport en France. Et ça va installer, je pense, des clubs un peu comme ça avait été en Irlande. Je pense que beaucoup de gens vont avoir envie de commencer le sport. Il va y avoir beaucoup de gens qui vont avoir envie de venir combattre à Paris. On a croisé à la fin de la soirée Volkanos Demir, le combattant suisse, qui nous regardait, qui nous disait non mais moi j'ai envoyé direct des messages à l'UFC. Il n'y a pas moyen que je sois pas sur la 2e carte à Paris. L'ambiance est trop folle. Souviens-toi dans le main event. Gann et Tuivasa, il se regarde et il sourit. Il regarde le public, il dit qu'est-ce qu'on est en train de vivre. Je pense qu'il y a une paire de combattants à travers le monde qui se sont dit moi si je peux être sur la prochaine à Paris, j'y suis. Alors on va espérer qu'il y ait un pay-per-view à Paris. Bon, ça me semble compliqué. On est d'accord qu'ils vont revenir et très vite. Voilà, je pense que Dana il est déjà en train de réfléchir à la date vu la réussite. Est-ce que tu penses où est-ce qu'ils reviennent, Joe? Parce que je sais que tu as lancé un peu. Tu m'as pourri ma timeline Twitter en lançant ton débat dès samedi soir. Où est-ce que tu veux qu'ils reviennent, Joe? À ton avis? Marseille, je sais que tu veux. Pour toi, c'est bébé. la prochaine, c'est là où ils doivent aller la prochaine fois? C'était beau hier, enfin ce week-end. Je pense que tu fais ça à Marseille. Tu penses ça c'est encore ça casse tout. Ça casse tout en termes d'ambiance et de folie. Je pense que le public sera peut-être un petit peu différent. Il y aura peut-être un petit peu moins de monde parce que la salle est plus petite. Mais tu fais ça au Dôme de Marseille, mais ça fait un boxon incroyable. Ouais, et puis il y a beaucoup de clubs dans le sud qui sont extraordinaires aussi. Tu vois. Nice, le Boxing Squad. À Marseille, il y a pas mal de salles. Il y a une vraie culture des sports de tout combat à fait. aussi. Alors, on l'a aussi à Paris. On l'avait passé avant l'événement. Marseille, quand même quelque chose. Laurence Epstein, numéro 2 de l'UFC, disait qu'il y a une vraie culture dans le sud de la France et qui, bien sûr, il comptait y aller. Moi, je pense qu'on va être, je t'en ai déjà parlé, je pense qu'on va être plutôt dans une continuité. Un peu comme ils ont fait à Londres, donc, où ils sont revenus en mars. Ils étaient déjà venus beaucoup en Angleterre, mais il y avait un gros trou avec le Covid, entre le Covid et différentes choses. Ils sont venus en mars à Londres, ça a cartonné. Ils sont revenus en juillet à Londres. Je pense que là, vu le carton à Paris, ils vont revenir à Paris une première fois pour assurer le coup. On sait que ça marche. D'ici la fin d'année ou pas? Non, début d'année prochaine peut-être, un truc comme ça. Ou tu vois, premier trimestre de l'année prochaine. Moi, la vraie question... Ils reviennent à Paris, ils refont un carton et après on peut s'exporter à Marseille. La vraie question, c'est si tu reviens à Paris, est-ce que l'UFC fait un pay-per-view? C'est ce qu'on veut. Tu connais le truc, c'est-à-dire que s'ils reviennent faire un pay-per-view, pourquoi pas? Ça paraît compliqué, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait ce genre de truc. Bisping l'a fait, sauf que alors, si tu fais ça, comme Bisping l'a fait à Manchester, on va devoir accepter que la carte principale commence à 3h du matin. Il va falloir que Bercy soit rempli à 3h du matin. Et tu verras qu'il sera rempli. Et il sera rempli, bien sûr. Et d'ailleurs, j'ai vu passer dans le chat de très bonne réflexion. L'autre sport qui peut le remplir comme ça aussi vite Bercy, c'est la NBA. Quand ils viennent, la NBA, le basket, qui est de plus en plus populaire d'ailleurs en France, surtout la NBA, quand ils viennent, ils remplissent aussi très vite Bercy. Mais l'UFC fait, tu vois, les comparaisons qu'on fait maintenant, c'est la NBA. Ouais. Donc ça te prouve que c'est très installé. Alors après, il y a beaucoup d'auditeurs de Twitch qui nous demandent en fait, dans un stade, de faire ça dans un stade. L'UFC n'aime pas organiser des choses dans les stades pour des raisons climatiques. Ouais, exactement, les raisons climatiques. Pour des raisons de production aussi, c'est compliqué pour eux. Dana l'a expliqué plusieurs fois sur le pourquoi du comment. Ils voulaient pas faire, par exemple, à Anfield. Quand tu te rappelles, quand Darren Till avait son title shot contre Woodley, expliquait qu'à Anfield, bah ouais, mais bon, s'il pleut, comment tu fais quoi? Et puis en termes de production, c'est pas très beau. McGregor voulait Croc Park. Ouais, et pourtant, c'était Connor qui avait les 2 ceintures qui demandait Croc Park. Pas Deep Blake demande Anfield, mais ça ne se fera sans doute jamais. Il y a la Défense Arena. C'est plus grand? Ouais, c'est plus grand que Bercy. Je pense que ça peut être couvert. Ça peut être couvert si je dis pas de bêtises. J'en ai aucune idée. Je crois que ça peut être couvert. Donc il faut trouver un moyen. C'est très beau dans un stade, mais en effet, si c'est trop risqué, il faut peut-être mieux. Et puis ce qui est bien dans les salles comme ça, c'est que le bruit est concentré. Après, si tu refais, ça s'évapore pas. Si tu refais Gann Ngannou 2, Fioro Shevchenko pour la ceinture.
Franchement, ça mérite un numéroté, hein. Ça mérite un pay-per-view. Bien Hein. sûr. C'est une genre de carte. Et Bien alors là, sûr. tu fais Ganen Ganou 2 en France, après ce que j'ai vu samedi, c'est une folie. Hein. C'est une folie furieuse. Hein. Après, Parce qu'il y a en plus une grande communauté camerounaise en France, tu vois, qui viendrait supporter c'est quoi Francis. leur code postal déjà? 234? Ce serait. Ouais. Ce serait violent, ce serait assez violent. Bon, maintenant qu'on a fait le tour de l'ambiance et de cette soirée qui nous a donné des frissons, on va passer au seigneur de ce premier UFC Paris, Monsieur Cyril Gane. Pour ceux qui ont raté le combat, séquence rattrapage. It's time, ça y est, Ça y est, on y est. c'est parti. L'UFC à Paris et le main event. Cyril Gane, bon gamin. Ah, attention, là il a pris un steak. Oh, il est en difficulté, Cyril, faut qu'il s'accroche. Faut qu'il s'accroche, ça va être dur, on vous l'avait dit. Voilà, droite de taille Oh, sur Vaza, le qui a fait des coup dégâts. Cyril, il a touché. De taille, Cyril Vaza est mal, oh, il est touché aussi, Cyril. Touché à Cyril. Oh là là, Oh là là, ça va dans tous c'est les à sens. toi, moi là. Saisi. Oh, là il est KO debout. Il veut ça. C'est pas possible, il va pas tenir, c'est terminé. C'est terminé, quelle victoire exceptionnelle. Magnifique. C'était terminé, Joaquin Vaza. Merci, bon garçon. Merci, bon gamin. Declaring the winner by knockout, Cyril Bogdanenko! Je suis un warrior, je suis un guerrier. Peu importe si je tombe, je me relève, il n'y a pas de souci. Les gens doutaient de ça. Aujourd'hui, je montre que je sais tout faire. Ah, pareil, les frissons quand même, parce que Ouais, quel main event, quel fabuleux main event déjà dans la légende. Alors rapidement, pour rappeler ce qui s'est passé, premier round très Cyril Gagnien, entre guillemets, c'est-à-dire je fais partie de mes qualités de déplacement. Tu l'as revu le combat? Je l'ai pas revu en télé. Ouais, je Non, l'ai revu pas encore. à la télé. Faut que je le revoie. Quand même, en termes d'agressivité, on a dépassé un certain cap. Oui, même oui, sur le et je suis premier d'accord, round, hein. je suis d'accord. Il passe, ça va un peu Ouh. plus chercher. C'est pas le premier round contre de Volkov ou Non, de non, non. Jairzinho, hein. Mais disons plus classique dans la tradition. Ensuite, Oh, au ouais. deuxième, il prend un knockdown, donc il se premier knockdown de sa carrière. Il a Il est un envoyé accident. au sol sur une sorte d'accident. Ouais, il prend le point de Tuivasa et il va droit comme un i au sol, mais il se relève assez vite là, quand même. On Moi, sent qu'il est conscient. Il perd pas la conscience, tu vois. Il est conscient de ce qu'il fait. Il se relève très vite. Il se protège même en se relevant. Tu vois, il y a pas cette notion de je sais plus où je suis. Et quoi. la lucidité, il shoot un double leg direct. Exactement. Il Ouais, a ça la va récupérer lucidité. un peu. Il est pas du tout à la rue sur ce Et il est à knockdown. 2 doigts de le mettre KO après sur le même Exactement. round. Et ce deuxième round, mais il est dans la légende déjà. C'est-à-dire que derrière, moi, tu as l'impression que ça switch. Je l'ai mis dans mon papier de débrief. Le knockdown, il réveille la bête quand même. C'est-à-dire, je suis pas dans la tête de Cyril, mais j'ai l'impression que dans la tête de Cyril, à ce moment-là, il se dit, je fais. Non, c'est fini. En fait, je me ferai pas éteindre comme ça devant mon public. Et si je me fais éteindre devant mon public, en fait, je vais aller à la guerre, mec. Je vais te faire la guerre et on va voir qui sera le dernier à tenir debout. Et là, on part en à toi, à moi. Immense respect à Tai Tuivasa qui a pris des coups, des front kicks au plexus, du punch. Il a pris tout ce Des qu'il high pouvait kicks. prendre. Des high kicks. Il a résisté. Il a encaissé. Quel menton Tai Tuivasa, sans déconner, mais ça, avant on le avant savait, qu'il craque. on On le le savait. savait. Là, franchement, même en le sachant, il m'a étonné par sa résistance. Cyril, il y allait. Il a accepté de prendre des coups. Il a accepté d'en donner. Je trouve qu'on a beaucoup revu le Muay Thai de Cyril, agressif, qu'on avait perdu ces derniers temps. On en avait parlé en off. Et à se dire, putain, c'est dommage, il a Non, plus mais ce Muay avec les Thai. phases au clinch, c'était obligatoire contre Et là, l'adversaire, il a retrouvé comme ça. Tuivasa, hein. Et alors moi, mon débrief avec tous les gars, notamment on lui passe le bonjour Samir du podcast Octogone, hein, qui était avec nous tout le week-end, qu'on a reçu régulièrement sûr. dans l'émission, et on se disait, c'est pas un knockdown qui change sa carrière, ça en fait. Ça réveille une Mais bête. si. Et puis il le dit à la fin. Tu vois, tous les gens disaient, est-ce que j'avais ça en moi? Je l'ai en moi. Il le sait maintenant. Est-ce que ça change, Joe, sa carrière, même dans la façon dont il pourrait peut-être aborder les combats suivants, ce moment, ce deuxième round samedi soir à Bercy? Ah, je pense qu'il en avait besoin. Alors, nous, en faisant les prévus du combat, on avait fini par se dire, ouais, bon, Cyril Oui. va le terminer. Alpha Sissoko On nous avait avait dit convaincu. 3e, 4e round, mais il va le terminer. Ça, on en est quasiment PS, sûr. qui a dit troisième round. Merci. On C'est reprend, parce que tu voulais pas dire pareil que on moi. reprend les bonnes habitudes du Très Fighter bien, Club. très Merci bien, Joe. Mais non, mais en fait, donc on était convaincus qu'il allait gagner. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Après, de savoir s'il était capable de faire face à de l'adversité, ça, on ne le savait pas. Et puis, je pense qu'il y avait beaucoup de gens, il l'a dit dans son interview, qui avaient des doutes là-dessus parce qu'il a cette image tellement à la cool, tellement parfois je suis en gestion, je me mets sur mon rythme de croisière, etc. Et là, il a montré qu'il en avait des énormes entre les jambes. C'est-à-dire que moi, je pense que il le dit d'ailleurs, c'est pas un knockdown, c'est un knockout qu'il prend.
mais il se réveille et tu as raison, il montre qu'il est capable d'aller à la guerre. On avait des doutes là-dessus parce que voilà, d'élite belle gueule, tu vois. C'est-à-dire, c'est un technicien, il est fluide, il fait les choses propres, mais il a montré qu'il était aussi capable de mettre le bloc de chauffe, de se remonter les manches, de les encaisser, et il les prend très très bien. Il a une sacrée mâchoire, Cyril. Cyril a une sacrée mâchoire aussi, totalement. Et il peut se mettre en mode agressif, et ça, c'était extrêmement agréable. Et je pense que pour ses prochains combats, tu vois, même dans l'approche des adversaires, ils vont se dire attends, c'est pas le même Cyril. Non, ça je sais pas, mais ses prochains combats, il refait le combat contre Volkov et Jairzinho, il les termine. Oui, je vois ce que tu veux dire. Parce qu'il a cette agressivité en plus. Parce qu'il a en lui de passer la vitesse d'après et de prendre les coups, de prendre des risques. C'est sa performance je pense qu'en termes de confiance, il en a pris une énorme. Pour moi, c'est sa meilleure performance. Moi aussi, largement. Parce qu'il a montré qu'il était capable de dépasser l'adversité. On savait que c'était un technicien hors pair. C'est pas la plus propre, mais c'est la plus belle et la meilleure. Oui, mais en poids lourd, il pouvait pas avoir que des performances très propres. Exactement. Et puis au moment où ça devient un petit peu dur, la première fois contre Francis, on a vu qu'il était un petit peu en manque de réponse. Tu vois, juste le high kick sur lequel il se fait amener au sol par Francis, c'est un high kick un peu sloppy, tu vois. Donc, et là, tu vois qu'il a plus trop de réponses. Là, il a montré que c'était un accident et qu'il avait dû répondre derrière, et chapeau à lui. Et par rapport à ce qu'Alpha nous disait sur comment son sparring partner, sur la manière dont ils se sont entraînés, tu vois, nous on dit quand les choses vont pas ou quand c'est bien ou quand c'est pas bien, chapeau, très gros travail de son staff technique. Tout à fait. Et alors pour qu'il puisse aller puiser ça en lui, c'est ça, c'est exactement, très costaud là-dessus. C'est sa performance la plus animale, moi j'ai noté, la plus bagarreuse bien sûr, mais animale, tu vois, c'est l'animal qui est ressorti là de Cyril. Et ce qu'on aime aussi, symbole, c'est que Dana White, le patron de l'UFC, qu'il avait critiqué après sa performance contre Jairzinho Rozenstruik, là il a tout de suite tweeté pour dire bravo à Cyril, quelle performance. Il a d'ailleurs aussi dit bravo à Tai Tuivasa. On rappelle, parce que c'est de l'adversité aussi, qu'il avait une côte cassé, il s'est fracturé une côte, Cyril, quelques semaines seulement avant le combat. Nous, on avait des infos les derniers jours en interne que voilà, ça avait été chaud, qu'il avait fait pas mal de rafistolage parce que c'était impossible qu'ils disent non à ce UFC Paris, et que s'il avait fait forfait à cause de cette blessure, c'était terrible pour lui, mais aussi pour l'événement en soi. Il a résisté à ça. On a aussi des infos, on va se faire confirmer tout ça, mais qu'il s'est fait très mal à la main pendant le combat. Il s'est peut-être cassé la main pendant le combat, Cyril. Voilà, il a su faire face à cette adversité, et c'est sportivement, ça change beaucoup pour lui, pour sa confiance, pour son approche. Et puis c'est voilà, il nous a montré qu'il était plus que légitime en tant que champion dans tout ce que ce mot représente en fait. Je pense qu'on a peut-être oublié, mais rappelle-toi, au TKO, il combat avec une embolie pulmonaire, c'est ça ? Ouais. Ah mais c'est un warrior. T'as raison, on l'a oublié. On a oublié que c'était un warrior. Je pense qu'on l'a un peu trop oublié parce qu'il y a trop de choses qui se sont passées vite, etc. Et que entre temps on a appris à le connaître, on l'a reçu plusieurs fois, et que il a explosé médiatiquement, et qu'il a toujours ce visage du mec hyper cool, hyper détente. Mais non, il l'avait déjà montré. Les choses étaient devant nos yeux. C'est rare, on nous le reproche assez de pas le faire des fois, de pas faire un mandat honorable les journalistes. On a fait un débat la semaine dernière que j'ai lancé, tu te souviens, où j'ai dit a-t-il l'étoffe d'un champion ? J'en ai refait un papier derrière qui était une analyse de ces déclarations. Je retire rien de mon papier au moment où je l'écris. Je pense qu'il est plutôt juste et assez correct. Mais il m'a fait mentir, et bravo à toi. Et je fais amende honorable parce que oui, t'as plus que l'étoffe d'un champion. Cyril, tu es un immense champion. Mais Cyril je pense qu'il a, au final, je pense que à froid, la défaite contre Francis, ça l'a vraiment réveillé. Ouais. Alors nous, on se disait, est-ce que c'est une façade, est-ce que c'est une posture qu'il prend dans les médias ? Mais non, c'est vraiment la défaite contre Francis l'a réveillé. Et là, je vois pas d'autre issue pour lui que, on l'avait dit, même après la défaite contre Francis, on avait dit, c'est sûr qu'un jour il va avoir la ceinture. Je pense qu'il va l'avoir beaucoup plus rapidement que ce qu'on pensait. Alors 2 petits trucs avant de passer aux autres Français, Joe. Déjà, je voulais qu'on réagisse à la polémique. On nous en a parlé aussi dans le chat d'ailleurs. Junior Dos Santos, ancien adversaire de Cyril Gane, que Cyril Gane avait battu. C'était à l'Apex, je crois, sans public d'ailleurs, ce combat-là. Ouais. Et à Las Vegas. Il a remis une image de Cyril qui met un coup, un hammer fist derrière la nuque de Tai Tuivasa dans les dernières secondes du combat, avant l'arrêt du combat. Et on se rappelle du combat de Cyril contre Dos Santos, où il y avait eu aussi des coups un peu derrière la tête, et Junior Dos Santos s'en était plaint à la fin du combat, en disant qu'en gros, Cyril avait triché, parce que c'est un coup illégal, ça, en MMA. Donc il a relancé la polémique en montrant cette image. Dos Santos, je voulais qu'on réponde et qu'on dise à nos auditeurs, Joe, explique-nous pourquoi. En effet, c'est limite, mais il y a
aucunement manière à disqualification non, sur un coup comme ça. Non. C'est interdit en MMA de mettre des coups derrière la tête, des rabbit punch, c'est interdit. Mais le truc, c'est que et Dos Santos et Tuivasa, alors oui, il y a une connexion qui se fait un petit peu à l'arrière du crâne, mais ils sont en train de se tourner. Donc dans ce cas-là, l'arbitre ne peut pas dire que c'est une faute. Je peux pas dire c'est que pas volontaire, il tape c'est pas volontairement derrière la tête. Et c'est pas comme un coup sur la coquille ou un eye poke qui est involontaire et qui donne mieux quoi qu'il arrive, un arrêt de l'arbitre pour que le combattant récupère. Là, tu peux pas, c'est dans le feu de l'action. C'est le feu de l'action. Et ça arrive sur toutes les cartes qu'il y ait ce genre de coup et il n'y a jamais personne qui dit rien. Donc bon, je pense que Dos Santos est un mauvais perdant pour le coup et qui ferait mieux de juste saluer la très grosse performance et les très grosses combinaisons que Cyril a envoyées pour finir Tuivasa. Je suis bien d'accord avec toi Joe là-dessus. On passe à la suite en fait pour Cyril. Qu'est-ce qu'on veut maintenant? Francis Ngannou, le champion qu'il a battu en janvier dernier, était à Bercy dans la salle. D'ailleurs, beau line-up dans la salle. Ouais, il y avait Kamaru Usman, Francis Ngannou, Georges Saint-Pierre, Brandon Moreno, Manon Fiorot qui malheureusement pouvait pas être là. On avait un beau line-up à la Las Vegas, au premier rang du public à Bercy. Donc Cyril au micro dit le next, je veux la ceinture, bien sûr je veux la ceinture. Alors énormément de problèmes parce que premièrement, Francis Ngannou est toujours en bisbille contractuel avec l'UFC. Il a eu une reconduction automatique de son contrat en battant Cyril pour 1 an ou 3 combats, mais il était blessé au genou, il s'est fait opérer, donc il combattra pas pendant cette année-là. Donc aux dernières nouvelles, en janvier en tout cas, il voulait voir s'il pouvait pas sortir de son contrat, avoir une faille pour se faire sortir de son contrat grâce à son manager. À côté, on a John Jones, Stipe Miocic, qui était pour beaucoup, la rumeur était que ça se ferait en décembre à Las Vegas pour une ceinture intérimaire. Donc John Jones, l'ancien grand champion des lourds légers qui monte chez les lourds et qui espère conquérir la ceinture chez les lourds. On espérait, nous, avant Londres en juillet, que Thomas Spinal batte Curtis Blade puisque Cyril batte Tai Tuivasa et qu'on aurait pu faire Cyril Gane contre Thomas Spinal pour une sorte de demi-finale avant la nouvelle chance mondiale. Thomas Spinal s'est blessé dans ce combat-là. J'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup de demandes pour Curtis Blade, Cyril Gane. Ça n'a aucun intérêt. Donc qu'est-ce qu'on veut, Joe? Moi, franchement, j'ai envie, si tu me demandes si vraiment toutes les planètes peuvent s'aligner, j'ai envie quand même de Gane Ngannou 2. Mais il y a tellement de bordel entre guillemets dans la catégorie des lourds à l'UFC que j'ai l'impression qu'on va devoir attendre les prochaines semaines pour voir comment ça se décante. J'ai l'impression que Francis Ngannou va continuer à l'UFC. Sinon, il n'aurait pas été là hier. Ouais, par contre, il va demander à des garanties sur beaucoup de choses. Et je pense que Dana et même des trucs sur, par exemple, l'assurance santé il nous en a parlé au micro RMC, l'assurance santé des combattants, par exemple. Il veut des trucs ça, concrets. Il ne l'aura pas, mais je pense que Dana va lui donner suffisamment d'argent pour que ça se passe bien et qu'il re-signe à l'UFC. Bon, le truc, c'est que tout ce qui bloque, c'est Miocic Jones. Ouais. Si ça se fait, je pense que ça sera difficile pour Cyril de combattre immédiatement pour la ceinture. Il faudra peut-être qu'il attende. Attendre un peu et prendre le vainqueur de ça. Attendre 6 mois et prendre le vainqueur. Le vainqueur de quoi? Le vainqueur de Jones Miocic? Non, je pense que si Jones Miocic se fait en fin d'année, je pense qu'il y aura automatiquement un Ngannou contre Jones. Ah oui, non, moi je parlais dans l'état d'esprit où Ngannou ne revenait pas. Ouais. En fait. Alors après, attention, le truc c'est que si Jones Miocic se fait, et si Stipe il gagne, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une trilogie Ngannou Miocic qui peut être faite. Les prochaines semaines vont être importantes. Si John Jones gagne pointer. son premier combat contre les poids lourds, ça sera impossible de ne pas lui donner la ceinture. Donc il y a tout qui bloque. Donc c'est très difficile de pouvoir donner une réponse. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il est dans une bonne position. Et si jamais, parce que j'ai vu passer la question dans le chat Twitch, mais en 10 secondes rapide, si jamais Cyril Gane affronte à terme John Jones, comment il doit aborder un combat comme ça face à l'animal qu'est John Jones, tu crois? Plus valoriser les kicks, plus valoriser la lutte, on nous a demandé. Avoir une grosse défense de takedown qu'il faudra bosser de manière admirable parce que la lutte de John Jones, je vous rappelle qu'il a amené quand même Cormier au sol. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est quand même un truc de malade. J'irai pas en bataille de lutte avec lui si j'étais Cyril. Moi après le truc c'est que les kicks seraient importants mais moi j'ai pas envie d'en parler parce que tant que John Jones n'a pas combattu, tant qu'il a pas combattu, on en sait rien. Moi j'ai l'impression que il faut voir le John Jones chez les lourds avant de pouvoir juger. Tu sais ce qui m'inquiète le plus chez John Jones, c'est que le temps passe, que l'âge prend, que l'abus de substances illicites et les conneries qui polluent sa carrière. On se rappelle, il a tabassé sa femme dans un hôtel, bien sûr. Il se fait arrêter par la police totalement ivre en tirant des coups de fusil pendant le confinement à Albuquerque. Non, moi écoute, je sais pas comment il va revenir. On jugera sur pièce quand il sera là. Et puis, vu la personne détestable qui est devenue John Jones, ça reste probablement le meilleur combattant techniquement de l'histoire. Mais on espère juste que Cyril le terminera. Oh que oui. Et on va passer aux 4 autres héros tricolores de la soirée. Benoît Saint-Denis, William Gomis, Fares Ziam et Nassourdine Imavov. Et si vous n'avez pas vu leur combat, on vous fait pareil, une petite séance rattrapage. C'est parti. William Gomis face à Jarno Heres. Attention à la projection de hanche. C'est William qui le contre. Lui qui met magnifique.
c'est ça, William Gomis. Merci mon gars. Tu finis l'histoire, William. 29-28 and 29-29 for the winner by majority decision, William Jaguar Gomez. Ça chauffe, ça chauffe. Ouais, c'est pour les parti. deux. La sourdine qui court Bonne et défense. qui passe dessus. Elle est là en position montée. Ça, c'est une bonne position. Il va faire du dégât. C'est magnifique. Et la sourdine, il va bonne. Il est en train de C'est l'attaquer. magnifique. Grosse pression. Grosse pression. C'est pas vraiment un étranglement. Et là, c'est mieux. Attention. Le coup, il l'a pris. Il l'a pris en plein dans la mâchoire. Ça va, lui dit ça va. C'est la guerre pour les dernières secondes. 10 secondes. Attention à ce crochet droit de Buckley. Ah là là, encore une fois, ça nous remet les frissons chaque fois. Je crois que cette soirée, tu pourras me la remettre dans 10 ans. Il y aura toujours des souvenirs qui remonteront directement. Alors, on va recevoir pour cette partie sur nos 4 autres héros tricolores de cette première UFC Paris, le Jaguar. Monsieur William Gomis est avec nous. Salut Will. Salut. Salut. Salut, William. On rappelle victoire par décision sur Jarno Herrens, le Néerlandais, un combat pas facile. On en avait parlé quand on présentait la carte. William, c'était pas un adversaire si simple. C'est un bon combattant. Et il y a ce moment incroyable, cette fin de 3e round. T'es pris dans un triangle. Et là, on en disait, le public très éduqué au MMA de Bercy, ce qui nous a fait plaisir, te porte, se met à te porter pour que tu sortes de ce triangle. Alors tu l'as dit, il était calé. Tu le sentais pas bien. Et puis la foule te porte et tu finis par t'en sortir. Et c'est génialissime. Raconte-nous ce moment et comment tu l'as vécu, William, cette fin de 3e round avant de t'imposer donc à la décision. Alors ce moment-là où tout le monde a retenu son souffle, j'ai retenu le mien aussi. Au début, quand j'ai été pris dans le triangle, j'ai paniqué parce que j'ai senti qu'il était fermé, mais vraiment d'une force. C'était fermé sur l'étranglement ou sur la clé de bras triangle. Ou les deux? C'était fermé surtout sur l'étranglement. Okay. Surtout sur l'étranglement. Ensuite, la clé de bras, je l'ai sécurisée en attrapant mon autre main. J'ai eu ce réflexe, j'ai eu de la chance. Ouais. J'ai eu ce réflexe assez rapide. Mais l'étranglement, il était pris. Et donc, au début, je panique. Et j'entends tout le public. Je me dis non, je peux tout simplement pas lâcher. Tant pis si je tombe dans les pommes. Peu importe ce qui se passe, je vais pas lâcher. Je vais attendre. Parce que j'ai entendu qu'il restait 1 minute juste avant, donc il reste plus beaucoup de temps. On va attendre, c'est tout. Et ça l'a fait. Je pense qu'il s'est fatigué musculairement. J'ai utilisé mon genou, j'ai poussé derrière ses fesses et ça a fini par sortir. William, s'il n'y a pas ce public, t'en sors pas de ce triangle? S'il n'y a pas ce public, déjà c'est très compliqué de me faire taper sur un triangle, mais je pense que vraiment sans le public, je pense que j'aurais été vraiment pas loin d'abandonner, quoi. Comment tu l'as vécu? Raconte-nous en inside, parce que nous on était dans les tribunes, on était déjà avec les frissons et ébahis devant cette ambiance. Mais pour les fighters, tu te rappelles, on l'a déjà dit, mais que Cyril et Tai pendant le combat, ils sourient en regardant les tribunes tellement c'est fabuleux. Comment tu l'as vécu? Tu sentais les tribunes trembler, Will? Je sentais les tribunes trembler. On était encore dans les vestiaires et on se disait mais c'est pas possible, il y a quelqu'un qui va tomber au-dessus de notre tête, c'est pas possible. On était dans les vestiaires et ça bougeait dans tous les sens, on entendait tout, c'était dingue. En plus on a les petites télés, sauf qu'on entendait le public crier avant même la télé, du coup c'était plus fort que la télé, quoi. Enfin, c'était dingue. Et dans la cage, c'était vraiment dingue. comment tu l'as ressenti? Quand je suis rentré, même avant la cage, quand je suis rentré sur ma musique, j'ai vu tout le public et là, il y a tout mon stress, tout est parti en fait. Tout est parti, là, il restait que de la force, quoi. Je me sentais plus fort. Ouais, William, bravo encore hein, pour la victoire. C'est pas facile, je pense, de débuter à l'UFC en short notice comme ça, sans vrai camp et tout. Et je trouve que tu m'as surpris, moi, par ta décontraction, par le fait que tu sois vraiment à l'aise, alors qu'il y avait tout pour que ça soit un peu compliqué, le public, la pression, etc. Donc bravo pour ça. Question toute simple, t'as envie de revenir quand? Revenir quand? À l'UFC? Ouais, t'as envie de recombattre quand? J'ai envie de recombattre le plus tôt possible. En fait, là, j'ai hâte, tout simplement. J'ai hâte de continuer parce que là, mes 4 premiers combats, pour moi, ils sont super importants. La suite aussi sera importante. Mais je veux recombattre au plus vite. Peu importe où, peu importe quand. Je me tiens prêt et voilà. Donc ça y est, là t'es lancé, t'es à l'UFC, t'es dans la machine. Tu sais que t'es dans une catégorie qui est peut-être une des catégories les plus compliquées, la plus profonde, avec le plus de tueurs à gages. Tu veux y aller comment hein? T'as un plan de carrière, alors c'est pas tout de suite un mec classé. Featherweight, il est chez les plumes, William Gomis. C'est quoi ton plan? C'est que d'ici la fin de ton 4e combat, t'es pris un mec dans le top 20?
d'ici la fin de mon 4e combat, oui, que j'ai pris un mec dans le top 20 et qu'après mes 4 premiers combats, je puisse call out un top 10. Et voilà, c'est ça le plan. Magnifique. C'est ça mon plan en tout cas. Eh ben, on va suivre ça, parce que tu nous as vraiment régalé samedi, bravo. Hein. William, un clin d'œil aussi qui était joli samedi. Merci. C'est que je crois que dans la cage, tu as dit bonjour à notre consultante Taylor Lapillus, non, qui était en bord de ring en train de commenter. Tu lui as fait un coucou, c'est ça, quand tu étais au sol? Exactement, j'ai dit comment ça va Taylor? Et je vois mon frérot juste à côté de moi, je suis obligé de lui dire bonjour quand même. C'est incroyable quand même. Et ça, on aime aussi chez les combattants parce que cette décontraction, elle est truc. Et dernier chose sur lequel je voulais rebondir, Joe, sur toi, c'est on a vu ta performance globale. Je pense que ta victoire est méritée à la décision sur Yarno Irons. Après, j'ai été intrigué par un tweet de Francis Ngannou qui était en bord de ring. Je pense que tu l'as vu en bord de cage, excusez-moi. Je pense oui, que tu l'as je vu, l'ai William, vu aussi, on me l'a envoyé. qui dit ce gamin sera un monstre s'il descend chez les 61, chez les bantamweight, s'il descend dans la catégorie en dessous, parce qu'il aura à ce moment-là une puissance pour cette catégorie qui sera phénoménale. Je t'avoue que moi, sur ton combat, et j'avais déjà vu ça chez toi, William, dans les combats que je voyais avant, je sens un léger déficit de puissance pour les featherweight. Alors qu'il peut grimper avec le temps, t'as que 25 ans, t'es jeune, donc c'est surtout pas figé et tu vas progresser, bien entendu. Mais ça te titille, ce que dit Francis, s'il y a des envies de descendre, ou c'est compliqué, notamment pour la gestion du poids et du cut? Non, pas forcément. Moi, quand je combats, en tout cas, je sens la différence de puissance avec mes adversaires, mais elle est plutôt en ma faveur. Puisque dès le début, par exemple, il essaie de me prendre en takedown, mais je me sens beaucoup plus fort que lui et je le retourne. Okay. Pareil, il essaie de me mettre sur le dos, je le retourne, je passe au-dessus de lui. Donc, non, je pense vraiment pas. Il n'y a aucun déficit de puissance quand on regarde bien le combat. Mais c'est vrai que pour le coup, si tu descends, tu seras forcément plus fort. Tu coupes combien pour faire les 145? Je perds à peu près 7 kilos. Donc là, ça me ferait perdre 12 kilos. Ouais, mais c'est déjà beaucoup. Hein. C'est déjà beaucoup. Tu pesais combien avant le combat? C'est ça. Le soir du combat, juste avant le combat, quand je suis rentré dans la cage, j'étais à 73 kilos. Ouais, non, mais c'est bien. Ok, bon, de toute façon, on verra, mais en tout cas, on sait que tu es motivé et que tu vas aborder tes prochains combats avec la fin du Jaguar, et on a déjà hâte de te revoir, William, pour nous donner encore une belle perte. Médiatiquement, pas mal. Tu nous as fait vibrer, et puis je pense que médiatiquement, tu as pris une sacrée cote aussi samedi soir. J'espère que tu prends des cours d'anglais, mais t'es bon. Hein. Bon, William, William, il est parfait, en plus, écoute-le, la voix, tout est nickel. William, tu restes avec nous, si ça te dérange pas, on va parler des autres combats des Français, comme ça tu peux donner ton avis si tu as envie à chaque fois. Yes. Le premier qui était avec vous. Le premier qui est apparu dans la chatte, qui restera historiquement le premier Français à avoir combattu à Paris à l'UFC et le premier à avoir gagné, Benoît Saint-Denis, God of War, contre le Brésilien Gabriel Miranda, spécialiste de Jiu-Jitsu. On savait qu'il fallait éviter la guerre au sol. Benoît l'a très bien fait. Déjà, il rentre sur Scène Saint-Denis style. Très beau choix de musique de Benoît, ça va avec son nom, ça enflamme la foule, on est très bien. Et puis alors Benoît, il a kiffé l'événement. Quand tu le vois écarter les bras devant Bruce Buffer, quand il l'annonce, la Conor McGregor, j'ai trouvé un côté Conor quand il écarte les bras comme ça. Tu sens qu'il prend tout l'énergie positive de cette foule, et puis après il est généreux à la Benoît, il y est allé, il est rentré dedans, des spinning back fist, il le finit au début du deuxième round. Le premier round c'est un 18, il le met 2 fois au sol. Super performance généreuse à son image de Benoît Saint-Denis, Joe. Il a été fabuleux, il a offert ce qu'on attendait de lui. Performance de la soirée, un bonus il a offert ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire de la violence. Alors je sais pas si il pourra aller chercher la ceinture un jour. En plus il est dans une division qui est très compliquée. On parlait des 145, les 155, je pense que c'est la plus compliquée de l'UFC et dans toutes les organisations en général. Mais ça peut devenir une sorte de Donald Cerrone, tu vois ce que je veux dire? De mec qui est là dans chaque combat, tu sais que ça va être n'importe quoi, que ça va être un banger absolu. Et je pense aussi qu'il peut devenir une très grosse star en France. Il a tout pour devenir une très grosse star. Je suis d'accord, il a l'histoire, il est sympa, il a le style de combat. Pas qu'en France, hein. Ouais, mais pas qu'en France, je pense que ça peut devenir une très grosse star, même à l'étranger, parce que même son histoire exactement, de militaire, tout ça, donc forcément ça fait vendre, et en plus de ça, il combat vraiment comme son nom l'indique, God of War, tu vois, il va vraiment à la guerre. Pour l'avoir bien rencontré avant cet événement. Ouais, t'as totalement raison, Will, et pour l'avoir bien rencontré, je vous dis, avant cet événement, en plus c'est un mec super sympa, qui a été souvent décrié pour des raisons, parce qu'on l'avait mal compris.
Enfin voilà, il y a des non, bah je peux t'assurer, on en parlera si tu veux. Non, mais je te fais cette tête parce que t'as raison. Il y a des choses où les clichés trop rapides parce que t'as 2 tatouages, ça ira bien un peu. Faut quand même connaître le bonhomme avant de juger parfois. Et voilà. Et en effet, son histoire de militaire, ça va vachement plaire aux États-Unis par exemple. Tu sais que le côté militaire, ils kiffent ça, les Américains. Donc quand ils vont comprendre qu'il a fait la guerre et tout, il a un potentiel. Je pense que c'est peut-être dans les 5 qui ont combattu celui qui a le plus de potentiel de starification. Sans doute en tout cas. On passe au deuxième, on doit aller assez vite quand même. Les progrès de Fares Ziam, j'ai noté Fares Ziam, donc qui affrontait Michal Figlak. C'était sur le papier le combat le plus dur, on avait dit quand on avait présenté la carte pour les Français de la carte. Il était à 2-2 à l'UFC, Fares Ziam, il faisait son retour. Il nous avait montré quelques fights dans ses défaites à l'UFC, notamment sur la lutte. 0 takedown defense. Voilà. Et là, moi j'ai juste noté des progrès. Gestion de la distance en striking. Lutte défensive en progrès absolu et qui lui permet d'être plus confiant dans son striking puisqu'il ne va pas se faire mettre au sol. Lutte offensive aussi, j'allais y aller. Joe, gros progrès de Fares et on a déjà envie de le revoir dans la cage. C'est pas le même en fait. C'était son frère qui était à l'UFC avant. Non, mais franchement, moi j'étais sur le cul, j'ai rien compris. Je suis sûr que c'est pas Fares Ziam. Il faut vérifier les papiers. Il y a quelque chose qui s'est passé. En tout cas, le travail paye. Le travail avec Henry Hooft. Alors, je sais que c'est un prof qui vient du kick. Mais il a quand même des sacrés tueurs, des tueurs à gages au sol qui s'entraînent avec lui, Burns, Chandler, etc. Donc ça lui a fait du bien et il a un potentiel qui est énorme. On a hâte de le revoir. Clairement. Et on passe au dernier. Après, vas-y Will, très vite. Même avant ce combat-là, Fares, il était déjà très très fort parce que je m'étais déjà entraîné avec lui justement quand j'étais allé aux États-Unis. Franchement, déjà super fort. Et justement, je comprenais pas sur ces combats pourquoi il était pas. Je pense qu'il manquait de relâchement et cette fois-ci, il s'est dit allez, c'est bon. Tu vois, il était juste plus relâché, mais il a toujours été aussi fort. C'est dingue. Et ça fait plaisir de voir ça. Et vraiment, on a déjà. Je pense que c'est l'expérience. Et le dernier, Nassourdine Imavov, le dernier qui a été sur la carte principale numéro 12 du classement des moyens, qui affrontait l'américain Joaquin Buckley, qui n'est pas classé, mais Nassourdine l'avait pris parce qu'il voulait absolument être sur cette UFC Paris. Un peu de trash talk avant le combat. Buckley, c'était un peu, avait chambré à l'américaine Imavov. Imavov, qui est plutôt un taiseux, quelqu'un de calme. Calme dans la vie. Il l'avait très mal pris. Il l'avait dit avant les trucs, même quand ils se sont croisés à la pesée, tu sentais qu'il y avait de la tension. Et il l'a montré dans la cage, il y avait beaucoup de tension, il parlait beaucoup à Buckley. Tu sentais qu'il voulait finir Buckley, le mettre KO, l'annihiler dans la salle à Paris. Je pense, moi j'ai noté que c'est sans doute celui qui a le moins bien géré l'événement. C'est-à-dire qu'il s'est trop fait prendre par l'événement, par l'envie de finir Buckley à Paris devant son public. Résultat, il a fait 2 superbes premiers rounds, mais par contre après, il a plus de gaz, Il a plus de gaz et Buckley revient, qui est un vrai guerrier, revient bien en forme sur le 3e. Il a géré sa fin de combat, Nassourdine, mais si l'arbitre met un extra time et il y a 30 secondes de plus, c'est chaud pour Nassourdine quand même. Tu sais, il a mal géré son cardio. On avait dit, si Nassourdine Imavov est ce que tout le monde dit qu'il est, c'est-à-dire un futur contender à la ceinture, il doit atomiser Joaquin Buckley, qui est un combattant limité. Alors certes, il a des highlights, il a des beaux KO, mais ça reste un combattant très limité. Et moi, très franchement, j'ai du mal à voir en Nassourdine ce que tout le monde voit. Les gens qui parlent de lui, c'est-à-dire ses entraîneurs, ses partenaires d'entraînement. Il a un potentiel. Moi, j'ai vu qu'il a ça, mais il n'y a pas de doute là-dessus. Il a un très gros potentiel. Mais de là à aller faire la guerre avec Whittaker, avec Adesanya, moi, j'ai du mal à le voir. Alors, il y a eu le combat contre Phil Hawes et où il avait montré des failles. Là, il y a ce combat qu'il gère très très mal. On est loin d'avoir une performance encore éclatante qui puisse laisser penser avec de la matière qui laisse ce que tout le monde dit. Il bat Shabazian, mais Shabazian c'est un prospect qui est cassé en 10, tu vois. Donc pour l'instant, moi, je continue de penser qu'il a un potentiel qui est énorme, mais qu'il n'a pas encore montré. Et il est jeune, il a encore le temps de les développer. Ah oui, ça, il est très jeune. William, c'est pas des critiques, William. On est en mode, on analyse. Je sais, mais moi, ce que je me dis, c'est. Non, je sais, mais du coup, comme je le connais aussi à l'entraînement, je peux vous dire que il a le niveau pour aller chercher les Whittaker, etc. Vraiment. Et je pense qu'il s'est fait dépasser par ses émotions, comme vous avez dit. C'est surtout ça. Donc ça vient avec l'expérience, mais au niveau de la qualité de ses fibres, de tout ce qu'il sait faire, il est loin devant Buckley en vrai. Ah bah ça oui, on l'avait dit, William. On avait dit qu'il devait l'atomiser s'il voulait se positionner comme étant un contender. Oui, exactement. Et il était également touché physiquement puisqu'il va devoir aussi faire du repos et se faire un peu opérer ces prochains temps. Oui, donc voilà, il n'est pas arrivé dans la meilleure des conditions physiques possibles. En tout cas, il a du talent. Je ne sais pas s'il deviendra champion comme certains le pensent. Moi, je pense qu'il peut quand même monter assez haut chez les moyens. Oui. On verra ce qui se passe chez les moyens. D'ailleurs, on n'en parlera pas, mais respect à Robert Whittaker. La qualité de boxe contre Marvin Vettori à Paris, c'était incroyable. Il est 3 mondes au-dessus de tout.
tous les autres, mais malheureusement, il y a Adesanya. Merci Will d'avoir été avec nous pour débriefer cette UFC Paris. Bravo à toi pour cette performance qui était géniale. Merci Joe pour ta présence, bien entendu. Rendez-vous lundi prochain, puisque maintenant le RMC Fighter Club sera tous les lundis et non plus tous les vendredis comme les années précédentes. Et on débriefera le Khamzat Chimaev Ned Diaz de ce week-end. UFC 279. La machine UFC s'arrête jamais. Las Vegas. En un mot, qui tu vois gagner? Chimaev Diaz, Joe? Ouais, pas objectif. Il n'y a pas objectif, Nate. Ouais, donc Chimaev va lui rouler dessus. Mais oui, mais bien sûr. C'est une façon d'enterrer Ned Diaz pour son dernier combat à l'UFC. On vous débriefera tout ça lundi prochain. Merci à tous ceux qui ont fait de cet événement de l'UFC Paris un événement inoubliable. Et il y en aura d'autres. Merci à toi aussi. Et merci à tous nos auditeurs. On a bossé un peu. On a bossé quand même. On a bossé. On a régalé tout le monde avec tes paplards. On a bossé un petit peu. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rien louper du RMC Fighter Club. On sera là comme d'habitude toutes les semaines pour vous parler des sports qu'on aime, qu'on adore et qu'on aime encore plus. Et on salue les gens sur Twitch aussi. Le MMA et la boxe. Salut à tous nos Twitchers. Salut à tous et à bientôt pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club. RMC Fighters Club.